Madame, Monsieur, bonsoir. Et nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année. On inaugure donc un cycle professionnel pendant 362 jours, avec vous également et avec nos invités. Et surtout pour cette nouvelle année, nous pensons et nous prions le ciel que vous vous portiez très bien, bonne santé à tous et surtout prospérité dans tout ce que vous entreprenez. Alors vous pouvez imaginer que la grande interview revient ce soir avec un nouvel invité. Il s'agit de Régis Imongo. Il est lui ministre des Mines et des Industries. Peut-être que j'ai renversé, mais on va rétablir ça tout à l'heure. Alors, avec notre invité, nous essaierons de parler un peu de la vision politique donc, en matière de l'industrie et nous verrons également le cadre juridique et réglementaire de l'industrie gabonaise et bien entendu tous les changements réglementaires et juridiques qui se produisent au niveau de l'industrie gabonaise puisque finalement ça reste aussi un cheval de bataille pour le programme politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Je suis accompagné donc de mes collègues que vous connaissez tous, à savoir Yves Mitumba juste à côté de moi. À côté de Yves Mitumba, vous avez Romuald Kumba. Et juste à la droite de Romuald Kumba, c'est bien entendu l'incontournable grand frère Charles Obamondo qui nous encadre et qui est avec nous encore cette année pour poursuivre la même aventure donc, de la grande interview. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mathieu Kumba. Bien, alors, monsieur le ministre, vous inaugurez encore cette nouvelle année avec nous comme dans d'autres années. C'est vous qui avez d'ailleurs donné le ton justement à cette émission et nous vous en sommes reconnaissants pour nous avoir effectivement motivés à faire justement cette émission qui, ma foi, aujourd'hui va vous permettre une fois encore de parler des projets du gouvernement gabonais en référence donc au projet de société du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Alors comment vous vous sentez pour cette nouvelle année d'abord, monsieur le ministre? D'abord, c'est avec plaisir, je tiens à vous remercier de m'avoir invité à cette émission pour permettre de parler du projet du chef de l'État qui est illustré et qui devrait être mis en œuvre à partir du plan stratégique Gabon émergent. Avant d'aborder ces différents points, permettez-moi d'abord de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, en espérant qu'elle vous apportera la santé, le bonheur, la prospérité. Et je fais de même pour les différents téléspectateurs qui suivent aujourd'hui et qui sont intéressés par les différents projets industriels et miniers. 2013, comme le chef de l'État disait dernièrement au cours des vœux, c'est une année capitale dans le cadre de la mise en œuvre réussie du programme du chef de l'État. En 2009, le chef de l'État a dessiné une vision et une ambition. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre de façon dynamique et de façon réussie ce programme. Et 2010 a été la première année de conception, de réglage, de mise en œuvre de certains projets. 2011, il y a eu une avancée. 2012, une deuxième avancée. Et 2013, ça devrait être l'accélération. Pour que le cap qui a été fixé par le gouvernement, qui est d'arriver déjà à une atteinte des différents objectifs au niveau de 2016, puisse être une réalité. Je tiens à rappeler aux Gabonais que le Gabon émergent devrait être une réalité en 2025. Pour le faire, ça ne se décrète pas. Il faudrait qu'ensemble, nous puissions d'abord comprendre qu'est-ce que nous recherchons. Nous avons un avantage. Quand le chef de l'État parlait du slogan Gabon émergent, certains sont interrogés. Et quelques temps après, tous les différents pays veulent être émergents. C'est la démonstration que le Gabon émergent, c'est vrai, c'était déplacer le curseur très loin, mais c'est cela. Il faut avoir une ambition, il faut chercher à faire plus en tenant compte des potentialités que le Gabon regorge. C'est cela, et je pense que dans le cadre des échanges que nous aurons, je pourrai préciser la démarche du gouvernement en ce qui concerne cet objectif d'atteindre le Gabon émergent en 2025.
Merci, Monsieur le ministre, d'abord pour les vœux. Merci encore. Et merci déjà pour cette intonation que vous donnez à l'émission. Je vous disais que nous allons aborder un certain nombre de thèmes. Là, nous passons d'abord dans le secteur industrie. Et nous savons, Charles Bamondo va vous entretenir là-dessus, nous savons que le Gabon dépense plusieurs milliards de francs CFA pour acheter à la fois les biens de première nécessité et d'autres biens manufacturés. Ceci, Charles, je pense, par manque d'une industrie peut-être un peu plus performante. C'est pour cela que vous allez vous entretenir avec le ministre sur déjà le cadre réglementaire et juridique en ce qui concerne l'industrie au Gabon. Merci Mathieu. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Voilà. Monsieur le ministre, pour faire simple, je vous donne les grandes lignes de la partie qui m'a été concédée au cours de la préparation de cette émission. On va parler effectivement de ce cadre juridique et réglementaire. Vous allez peut-être nous donner quelques textes qui existent. Vous allez parler du contenu. Vous allez peut-être nous dire un peu les conditions d'application ou les difficultés d'application. Vous allez certainement nous parler aussi de la transversalité un peu, parce que quand on parle de l'industrie, elle est forestière, elle est minière, elle est pétrolière, elle est même agroalimentaire, alimentaire, et puis il y a la manufacture. C'est global, c'est même total. Et puis peut-être on terminera aussi avec les problèmes en rapport avec la répression, si les textes précisent tout cela. Et pour boucler peut-être les réformes, parce qu'en ce moment, apparemment, il y a beaucoup de choses qui sont en chantier du point de vue de la réforme des textes. Alors, pour commencer, est-ce que vous pensez que le cadre juridique actuel et réglementaire correspond effectivement avec la volonté et la vision du Gabon industriel, disons, vraiment défendu par le chef d'État Ali Bongo Ondimba? Écoutez, je pense qu'avant de répondre à votre question, permettez-moi de préciser un peu certaines choses. Vous savez, le gouvernement a eu à concevoir le PSG, Plan stratégique Gabon émergent, qui est l'illustration des axes définis par le chef de l'État dans le cadre de son programme. Dans le PSG, nous avons 3 axes principaux. Nous avons la consolidation des fondements de l'émergence. Nous avons les piliers industriels. Et le dernier axe, la prospérité partagée. Dans le premier axe, qui est la consolidation des fondements de l'émergence, nous avons 4 dimensions. Le capital humain, la gouvernance, le volet infrastructure et le développement durable. Dans les piliers de développement, le Gabon vert, le Gabon industriel, le Gabon des services. Et le tout pour permettre d'atteindre la prospérité partagée. Il faut que chaque Gabonais puisse bénéficier de ce qui est fait. Mais pour le faire, il n'y a pas de miracle. Il faudrait avoir un cadre qui puisse convenir. Des textes existent au niveau du ministère des Mines, de l'Industrie et des Mines. Ces textes ont été pris à une période précise. Exemple, la direction générale de l'industrie est régie par un texte qui a été pris en 1984. Mais avec l'ambition définie par le chef de l'État, il est clair qu'un toilettage est nécessaire. C'est dans ce cadre que la première tâche que j'ai eu à réaliser en arrivant à ce département, c'était de regarder les différents textes et savoir si ce cadre juridique convient aux missions qui ont été assignées. Il est clair que certains textes, bien sûr, sont toujours fonctionnels, mais d'autres nécessitent d'être nettoyés. C'est dans ce cadre, j'imagine que nous allons revenir quand on parle du code minier. Le nouveau code minier projeté par la République gabonaise obéit à ces préoccupations. La direction générale de l'industrie, qui a la mission de concevoir la stratégie d'industrialisation du Gabon, de suivre la mise en œuvre de ces politiques de façon transversale, comme vous l'avez bien dit, ne peut plus fonctionner comme ça, comme c'est le cas. Il faudrait absolument que cette direction générale de l'industrie et de la compétitivité
puisse intégrer le deuxième aspect, la compétitivité. Ça ne se décrète pas, c'est vrai, mais il faudrait que l'État, à travers son rôle d'encadrement, à travers son rôle, puisse pousser le secteur privé à aller dans ce sens. Et pour le faire, c'est comment? Avoir un encadrement juridique convenable, avoir une gouvernance appréciable, avoir un capital humain de qualité. Alors, Monsieur le ministre, cette harmonisation, cette adaptation-là, est-ce que ça se fait en fonction des différents secteurs qui concernent l'industrie de façon globale? Est-ce que c'est texte après texte ou texte par texte? Vous savez, non. Nous avons un avantage. Le PSE, c'est un document cohérent. Dans le PSE, vous avez 28 programmes, 159 actions. Et là-dedans, c'est bien précisé, ce qui doit être fait par le ministère de l'Agriculture, le Code agricole dont on parle. Dernièrement, le ministre de l'Agriculture, Julien Kogué, il était chez vous ici, et il est passé à l'Assemblée nationale pour défendre ce texte. Le code de développement durable, le code de l'environnement, passé. Maintenant, c'est la loi de développement durable. Il y a un lien avec des activités industrielles, des activités minières. Le code minier, le code pétrolier, mais tout cela, le projet de loi concernant la normalisation. Donc, c'est une action intégrée. C'est pas du tout, il n'y a pas une césure à ce niveau. Parce que s'il y a une césure, c'est là où on arrive à une incohérence, on arrive à un désordre en ce qui concerne l'action du gouvernement. Ce n'est pas le cas. Les réformes doivent être intégrées afin que nous puissions atteindre ce que nous recherchons en matière d'objectifs. Donc ces textes sont pris. D'abord, il y a un travail transversal, puisque quand il y a un texte concernant le ministère des Eaux et Forêts, il envoie ce projet au niveau des différents ministères afin de voir si c'est cohérent avec la vision définie par le chef de l'État qui est traduite par le PSGE. Donc tout cela se fait, c'est vrai, de façon pas en même temps, parce qu'en tenant compte pas en même temps, mais avec une cohérence. Il y a quand même une commission d'harmonisation, il y a une commission qui regarde tout cela. Absolument. Alors, c'est harmonisé, c'est adapté, et cette adaptation, cette harmonisation se fait, les deux se font progressivement. Alors, la question maintenant, comment vous arrivez à garantir, à contrôler l'applicabilité de prenons un texte comme le code minier, c'est vrai qu'à la réforme, on va en parler un peu plus loin. Alors, que dit ce texte, par exemple, pour une installation d'une entreprise qui veut peut-être exploiter les mines au Gabon, qui contrôle quoi et à quel niveau? Vous savez, bon, en ce qui concerne les entreprises qui viennent dans le secteur minier, elles peuvent être intéressées par la prospection, par l'exploration, c'est la recherche, et bien sûr la phase ultime, c'est l'exploitation. Le code minier précise exactement quelles sont les obligations pour une entreprise qui veut s'installer. Par exemple, dans le cas de la recherche, l'obligation de créer une structure au Gabon. L'obligation de démontrer la capacité financière. L'obligation de faire aussi une étude d'impact environnemental. C'est vrai, ce sont de nouvelles dispositions. L'obligation de prendre en considération les aspects sociétaux, je peux dire, dans certains cas. Mais tout cela est adossé aux obligations de l'État aussi. Parce que c'est vrai que l'État, l'entreprise a l'obligation de faire certaines choses, mais l'État, en retour, doit faciliter, doit permettre à l'entreprise d'avoir un permis qui puisse être pour lui une garantie pour le financement auprès de banquiers. Donc ce sont des obligations du côté de l'entreprise et du côté de l'État, c'est de permettre que l'entreprise puisse faire son travail normalement, en facilitant donc les démarches de création. C'est là le rôle de la direction générale de l'industrie pour permettre la facilitation en ce qui concerne la création, en relation avec le centre de développement des entreprises. C'est cela. Bien. Donc c'est une action, je peux dire, intégrée. Une entreprise, quand elle vient, elle sait exactement quelles sont ses obligations, elle sait aussi ce qu'elle a droit à obtenir de la part de l'État. Et là-dedans aussi, dans le code minier, il est précisé les obligations fiscales et tout le reste, les facilités en phase de recherche, par exemple,
le matériel utilisé est importé sans taxe. Alors, on va en profiter aussi bien le domaine minier, forestier et peut-être pétrolier. Est-ce que dans ce cadre juridique-là, est-ce que vous estimez que ce cadre est suffisamment attrayant pour, disons, ces sociétés étrangères qui souhaitent s'installer au Gabon? Les conditions sont tout à fait accessibles? Pour éviter, Monsieur le ministre, vous me permettrez, pour éviter comme par le passé où on a vu qu'il y avait des entreprises qui s'installaient au Gabon pour la recherche minière ou l'exploitation d'un minerai dans notre pays, mais qui n'avaient pas de siège social dans notre pays, ou alors qui n'existaient pas du tout sur le papier. Bon, vous savez, je ne sais pas quels sont vos exemples, mais il est clair que si le Gabon, aujourd'hui, n'a pas un classement appréciable dans le doing business, ça signifie que nous avons des efforts encore à réaliser au niveau de l'environnement des affaires. Il est essentiel. Il ne faut pas que le Gabon se dise qu'il doit évoluer, il évolue dans un cadre fermé. Aujourd'hui, nous sommes en concurrence. Nous sommes en concurrence par rapport aux autres pays de la sous-région. Nous sommes en concurrence par rapport aux autres pays de l'Afrique. Nous sommes en concurrence par rapport aux autres pays dans le monde parce que nous avons une ambition. Le modèle gabonais, le Gabon doit être un pays attrayant pour l'investissement direct étranger. Ce que le chef de l'État fait dans les différents forums, en présentant le modèle gabonais, devrait être matérialisé par une administration qui comprend exactement comment elle doit fonctionner. Elle doit être efficiente. Par des ministres qui doivent comprendre ce que le chef de l'État veut et dans quel sens mettre en œuvre cette politique d'attrait. Donc c'est pour vous dire que si nous avons pris comme dimension, dans le cadre de la consolidation de l'émergence, la gouvernance, il y a à faire. Il y a à faire à ce niveau. Il y a à faire aussi dans le cas des textes. Parce que si aujourd'hui, vous avez parlé du code minier, le nouveau code minier est élaboré, c'est pour permettre d'attirer l'investissement direct étranger. C'est pour prendre en considération certains aspects qui n'étaient pas intégrés dans l'ancien code minier. Bon, je pense que quand on sera au niveau du secteur mine, je pourrais revenir là-dessus. Mais dans le domaine industriel, il nous faut attirer des champions. Nous avons un champion actuellement, c'est Olam. Mais il faudrait que la présence d'Olam mais un champion puisse par rapport savoir, à quoi, Monsieur le ministre? Un champion par rapport à quoi? Mais par rapport au volet agro-industriel. En ce qui concerne l'EVA, en ce qui concerne le palmier à huile, Olam, c'est un grand groupe. Il faudrait qu'à la suite d'Olam, d'autres groupes puissent venir. C'est cela. Parce que Olam, c'est un champion dans le domaine de l'EVA. C'est un champion dans le domaine du palmier à huile. Et c'est intéressant pour le Gabon d'avoir des champions. Parce que si Olam réussit, ça crée un effet multiplicateur. Ça attire davantage d'autres opérateurs. Donc, c'est à nous de tout faire pour que les différents champions que nous attirons puissent travailler et permettre la mise en œuvre réussie de leurs projets. C'est cela. Donc, le cadre réglementaire doit tenir compte de cela. C'est clair. D'abord, première chose, quand nous signons un accord, une convention avec une entreprise, la première chose à se poser pour un Gabonais, c'est de savoir qu'est-ce que le Gabon retire. Si nous savons ce que nous retirons, à nous maintenant d'être exigeants par rapport à l'opérateur et surtout permettre que l'opérateur puisse mettre en œuvre son programme. C'est cela, c'est ça le principe de win-win. Donc le cadre réglementaire doit être attractif, mais il doit être aussi strict. Parce que aujourd'hui, le Gabon aimerait s'orienter dans les dans les meilleures pratiques. Il n'y a pas de pratique tropicale. C'est pour cela que le projet de normalisation est essentiel. Bien. Donc, quand une entreprise vient au Gabon, elle sait que le développement durable, c'est essentiel. Donc, la responsabilité sociétale, la responsabilité au niveau de l'environnement, ce sont des aspects qui sont regardés. Bien. C'est nous qui impulsons notre modèle. Et maintenant, les opérateurs s'adaptent en conséquence. Voilà. Alors, puisque vous parlez de développement durable et le respect de la norme environnementale est essentiel, c'est indépendant du Gabon vert. C'est vrai qu'il existe des textes, mais à un moment donné, il y a toujours des frottements avec des entreprises qui, parfois, foulent aux pieds les dispositions à la fois réglementaires et juridiques en la matière. À votre niveau, au niveau du ministère, qu'est-ce qui se fait pour peut-être pas contraindre, mais peut-être pour avoir un contrôle plus efficace au niveau de l'application et de l'applicabilité des dispositions juridiques qui existent au niveau du ministère? C'est simple. Il faut que l'administration puisse faire son travail. Mais l'administration, c'est qui exactement? L'administration,
à la tête, il y a quelqu'un qui insuffle la stratégie, qui insuffle la politique du ministère. C'est le ministre. En deçà, nous avons les services. Les textes sont clairs. Il faudrait que le fonctionnaire gabonais apprenne à appliquer les textes. Il n'y a pas de miracle par rapport à cela. Mais si nous-mêmes, nous sommes complaisants à ce niveau et que nous pratiquons en permanence l'autocensure, le chef de l'État demande aux fonctionnaires de faire leur travail administratif. La politique concerne les ministres, le Premier ministre et le chef de l'État. Donc aujourd'hui, ce n'est pas aux fonctionnaires de ne pas se lancer dans l'application rigoureuse des textes. Quand les textes existent. Un exemple, les textes existent. Un exemple, bon. Dans le secteur minier, en ce qui concerne l'exploitation de carrières, l'exploitation obéit à certaines règles. L'obligation de faire des déclarations, l'obligation de payer des taxes d'extraction, l'obligation de ne pas garder les carrières inactives. L'administration se doit l'appliquer. La conséquence à ce niveau, c'est quoi? C'est où ce sont des amendes, ou c'est le retour au domaine public. C'est cela. Dans le domaine industriel, quand nous signons une convention avec un opérateur, actuellement, nous avons un code d'environnement qu'il faudrait prendre en considération, qui précise exactement quelle est la responsabilité de l'entreprise par rapport à cela. Quand ce n'est pas respecté, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut bien sûr appliquer les sanctions prévues. Donc c'est quand l'administration comprendra l'efficacité, la pertinence de son rôle, évitera de s'auto-censurer, que le problème des textes ne se posera pas. Alors, quand je parle de l'administration, y compris aussi, bien sûr, le gouvernement. Parce que le gouvernement doit permettre à ce que les fonctionnaires puissent faire leur travail. Voilà. Monsieur le ministre, avec cette difficulté majeure que peut-être dans l'industrie, vous n'êtes pas seul. Il n'y a pas que le ministère des Mines et de l'Industrie. Et il y a d'autres départements ministériels qui sont concernés par l'application de ces textes. Alors, comment se fait? Vous avez parlé d'harmonisation, mais au niveau du contrôle et même de la répression, prenons ces entreprises qui sont dans la pollution, que ce soit la pollution marine ou la pollution de l'air ou la pollution, tout type de pollution. Comment vous faites avec le ministère de l'Environnement, par exemple, avec le ministère de l'Économie forestière pour appliquer et faire suivre, disons, des sanctions qui devraient s'imposer par rapport à une violation quelconque? Vous savez, à ce niveau, nous avons un travail coordonné, on a des commissions. Quand nous avons des informations à ce niveau, nous saisissons le ministère qui a la responsabilité à ce niveau. C'est le ministère de l'Économie, en ce qui concerne les problèmes d'environnement. Et le travail se fait de manière coordonnée. Aujourd'hui, ce qui se fait dans le cadre de la réhabilitation de la Comilog, des sites au niveau de la Comilog, le traitement des déchets de Moulili, se fait en relation avec le ministère de l'Économie. C'est cela. Donc, on ne doit pas avoir des... On ne doit pas avoir des murailles, des murs même entre les différentes administrations. Monsieur, est-ce que vous avez des exemples de sanctions? Est-ce qu'il y a eu des industries ou bien des entreprises, des grosses entreprises qui ont été sanctionnées à la suite de la non-observation de cette règle? Mais il n'y a pas que les grosses entreprises, monsieur le ministre, vous me permettrez, il n'y a pas que les grosses entreprises. Il y a également, je n'ai rien contre certaines entreprises, certaines PME, par exemple les pompes funèbres, qui, ma foi, aujourd'hui, on ne sait pas où elles jettent leurs déchets. Et apparemment, ça traîne dans certaines parties. En ce qui concerne les déchets, bon, je suis sûr et certain qu'il y a des sanctions à ce niveau. Si au niveau de la Comilog effectue aujourd'hui des opérations de réhabilitation, c'est qu'il y a eu prise en considération de cela. Là, je parle du secteur minier. Maintenant, au niveau des autres entreprises, quand il y a non-respect des principes environnementaux, le code environnement est clair. Ce sont des sanctions. Monsieur, est-ce qu'à votre... Bon, je ne pourrais pas vous dire exactement quelle est la nature des sanctions. Excusez-moi, je vais insister, monsieur le ministre. Est-ce que dans votre département ministériel, est-ce qu'il existe quand même des brigades vraiment pour le cas minier? Parce que le Gabon, c'est quand même 800 km² de côte. Vous savez, et de forêt, 80%. Tout à fait. En ce qui concerne le volet minier, nous n'avons pas de brigades minières et c'est un problème parce que le territoire est grand. Et si vous constatez, dans l'Union avant-hier, on parlait
de l'exploitation illégale de l'or au niveau du Moyen-Ogooué. Voilà. C'est l'absence de brigade. Une brigade minière est essentielle. Et dans le cadre de la stratégie que nous avons, nous pensons arriver à mettre en place une brigade minière. Est-ce que vous avez vraiment Mais par les coups des contre, franches? Mais par contre, nous avons les coups de franche. Je peux vous dire. Je peux vous dire que dans le secteur minier, comme dans le secteur industriel, en tant que ministre, j'ai les coups de franche. Je n'ai reçu jusqu'à présent aucune intervention, aucune menace. Aucune menace d'un collègue du gouvernement, du Premier ministre ou du chef de l'État. Rien du tout. Pas seulement du gouvernement, il y a des puissants lobbies également. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le lobby des affaires. Le problème du gouvernement, c'est d'appliquer les instructions du chef de l'État. Qui est des menaces, qui est ces opérateurs, qui ont peut-être... mais ça, ce n'est pas du tout le point du gouvernement. Le point du ministre, c'est d'appliquer les instructions qui sont définies par... les instructions données au gouvernement par le chef de l'État, qui sont relayées par le Premier ministre. C'est clair. Donc, c'est cela. Et le rôle des fonctionnaires, c'est d'appliquer les instructions des ministres, de leur hiérarchie. Pas de dire, le ministre m'a demandé de retirer cette carrière parce que l'entreprise en question ne respectait pas les principes environnementaux, ne respectait pas la déclaration. Mais comme c'est un homme politique ou bien c'est quelqu'un qui a des relations, je vais protéger le ministre en évitant de retirer. Ce n'est pas cela. L'administration, c'est d'appliquer les instructions. Bien. C'est cela. Bien. Monsieur le ministre, on va parler des réformes, puisque vous avez certainement reconnu cette absence de brigade, les textes à adapter. On va aborder cet aspect aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes? Vous avez beaucoup travaillé, j'essaie de regarder, sur le nouveau code minier. Est-ce que vous pouvez nous donner, peut-être décliner quelques grandes lignes, ce qui va changer fondamentalement? Bon, d'abord, avant de parler du code minier, puisqu'on parle de l'industrie, je disais que nous avons sur la table du gouvernement, on l'a déjà transmis, un texte d'actualisation, en fait, la direction générale de l'industrie et de la compétitivité, pour renforcer son rôle même dans le cadre de l'observation des activités industrielles. Parce qu'aujourd'hui, il est dommage pour nous de ne pas avoir des indicateurs fiables en ce qui concerne à la fois la création des industries, la production des industries, donc l'évolution des industries. Ce n'est pas normal. Il faudrait que nous puissions être renseignés à ce niveau. Il est aussi aujourd'hui anormal que le Gabon ne puisse pas avoir des indicateurs fiables en ce qui concerne la compétitivité. Il faudrait que nous puissions avoir des indicateurs au niveau de la politique du travail. Parce qu'il faut qu'on sache comment le Gabon se situe par rapport aux autres pays. Parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me permet de dire que le salarié gabonais touche plus qu'il ne faut si nous n'avons pas des indicateurs fiables au niveau de la productivité? Donc, c'est essentiel de renforcer les attributions, renforcer le fonctionnement de cette direction générale. En matière de texte, nous avons donc le projet de loi concernant la normalisation qui a été adopté par le gouvernement et qui devrait être sur la table, qui devrait être à l'Assemblée nationale au cours des prochaines sessions. Nous avons dans le pipeline aussi la transformation de l'Agence nationale de normalisation de transfert des technologies, parce que nous ne pouvons pas parler d'industrialisation sans avoir à respecter les normes. Donc la normalisation est essentielle au niveau de l'industrialisation. Nous avons un texte au niveau du CEPIG, puisque nous voulons encourager l'innovation. Il faudrait protéger la création gabonaise. Tous ces textes vont permettre de renforcer le cadre industriel au niveau du Gabon, en sachant qu'il y a d'autres textes sectoriels qui viennent faciliter l'industrialisation. En ce qui concerne le code minier doit tenir compte de la nouvelle vision du Gabon et de l'ambition du Gabon. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est anormal qu'avec un potentiel minier, la part de l'industrie, avec un potentiel forestier, la part de l'industrie au niveau du PIB tourne aux environs de 5%. Ce n'est pas normal. Nous voulons être un pays émergent. Il faudrait que l'industrie puisse nous permettre de gagner des points de croissance. Nous ne pourrons pas avoir des taux de croissance de 10-12% avec le secteur pétrolier. Non. C'est avec un secteur secondaire qui est solide. Dans les pays émergents, le secteur secondaire est solide. Le secteur tertiaire est solide. Donc, le code minier doit refléter la nouvelle ambition du Gabon industriel. Le secteur minier doit être le socle du Gabon industriel.
Vous imaginez que l'entreprise Comilog, jusqu'à présent, maintenant, heureusement que nous avons le complexe métallurgique de Mwanda, qui va permettre d'avoir un volet de transformation. Mais jusqu'à présent, l'entreprise Comilog était le seul producteur de manganèse au monde qui ne faisait même pas du tout un petit processus de transformation. Ce n'est pas normal. En sachant que pour avoir un accroissement de la valeur ajoutée au niveau de l'économie, pour avoir des effets externes plus prononcés, il faudrait avoir un niveau de transformation. C'est cela. Donc, dans le cas du corps minier, nous prenons en considération ce volet de transformation. Nous prenons en considération mais dans la convention, quand même, entre parenthèses, monsieur le ministre, Oui. dans la convention qui lie l'État gabonais à Comilog, cela n'avait pas été précisé. Ce n'était pas, bien sûr, parce que nous sommes contentés en ces conseils d'exploitation. Voilà pourquoi je dis qu'à chaque période, une vision précise. Aujourd'hui, le Gabon industriel voudrait encourager la transformation. Mais là aussi, il faut dire que ce n'est pas forcément la faute à Comilog. Il faudrait que l'État puisse créer les conditions. La transformation, il faudrait avoir beaucoup d'énergie. C'est pour cela qu'il y a le barrage de Grand Pouba. Il faut beaucoup d'énergie. La transformation, il faudrait avoir du personnel de qualité. Donc il faut un capital humain bien formé. La transformation, il faudrait avoir aussi les conditions fiscales qui puissent permettre ce projet soutenable. Donc c'est l'ensemble de tout cela qui permet donc la mise en œuvre réussie de ce programme. Dans le nouveau code minier, nous prenons en considération les grands gisements. Parce que la pratique était, comme dans l'ancien code minier, dans le code minier actuel, on ne prévoyait pas le traitement des grands gisements. La seule solution, c'était en fait l'infraction permanente. Il faut expliquer aux populations, aux téléspectateurs, ce que vous entendez par grand gisement. Les grands gisements, exemple le projet Belinga. Bien. Belinga, c'est un grand gisement. Grand gisement, exemple le projet de Mabounier. Grand gisement polymétallique, qui nécessite des moyens énormes. Ces projets, pour pouvoir les traiter, parce qu'absolument, il faudrait accompagner l'entreprise à travers certaines facilités fiscales, à travers la prise en compte de certains aspects. La solution était de contourner, de violer le code minier. Maintenant, le nouveau code minier prend cela en considération à travers un modèle qui fait ressortir de façon précise le partage de gains. Bien. Parce qu'il ne faudrait pas que, dans le cadre des conditions fiscales, nous puissions être les grands perdants. Monsieur le ministre, peut-être Mathieu, une toute petite dernière question. Peut-être un dernier point. Dans le nouveau code minier, nous prenons en considération des aspects de responsabilité sociétale, responsabilité environnementale. Le Gabon a une expérience passée dans le domaine minier. Il ne faudrait pas que ce que nous avons connu dans le cadre de Mounana avec Areva puisse se reproduire. Voilà. Alors, la dernière question, c'est en termes de convention, la signature d'une convention dans le cadre d'une exploitation minière, est-ce que les délais sont déterminés? Parce qu'à une certaine époque, là aussi, on avait des conventions vraiment de type bail comment dire ça? Voilà. Bon, à ce niveau, tout est arrêté autour du modèle qui fait ressortir la rentabilité du projet. Mais il est clair que des conventions de 50 ans, 60 ans, c'est fini. Bien. Une concession doit être réglementée en tenant compte aussi du business plan et surtout voilà, donc la durée des conventions a été revue également. Ça, merci Mathieu. Plus de questions pour vous? Non, je pense, j'aurais dû, parce que j'avais 25 minutes, j'ai débordé de 5 minutes, ça fait déjà 30 minutes que j'ai le micro. En tout cas, on reviendra sur un certain nombre d'aspects. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes fier aujourd'hui, à part Comilog, à part qui d'autre encore, quelle autre industrie, du moins à part le champion Olam, êtes-vous aujourd'hui fier de l'industrie gabonaise qui tente à se développer dans le secteur des petites et moyennes entreprises? Bon, d'abord, je suis fier de Comilog parce que c'est une grande entreprise, elle exploite les minéraux. Je suis fier de Comilog depuis que Comilog a décidé de passer à la phase de transformation. Mais jusque-là, c'était une industrie extractive simplement. Aujourd'hui, il faudrait que le développement industriel puisse laisser un espace aux petites et moyennes industries. Ça ne peut se faire qu'à travers la création de certaines grappes. Vous savez,
avec le complexe métallurgie de Mwanda, la Comilog aura besoin des inputs, aura besoin de la dolomie. Donc, c'est bien d'avoir une entreprise qui exploite la dolomie. La Comilog aura besoin d'autres produits. La Comilog aura besoin de sous-traitants. Il serait souhaitable que le développement de ce projet puisse permettre donc l'établissement d'un tissu de petites et moyennes entreprises avec différents services. Réparation d'engins, exemple. Formation, toujours, des centres de formation. Parce que dans le cadre de ce travail, on a besoin des électriciens, des techniciens. C'est vrai que pour ce projet, la Comilog a déjà réalisé, depuis l'année dernière, eu à soir un partenariat avec le ministère de la formation professionnelle pour former les différents employés du futur centre. Donc il faudrait permettre que quand nous avons un champion, qu'autour de ce champion, nous arrivons à constituer une grappe avec différentes activités.